IDFM 98 de la bande FM Au-delà du miroir, chaque lundi et mardi de 21h à 22h, à retrouver sur le site de la radio IDFM ou sur ma chaîne YouTube Joël Vérin. IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir on va partir derrière le troisième côté du miroir, figurez-vous. D'habitude, on va juste au-delà, mais là, on va peut-être découvrir le troisième côté du miroir avec Pacôme Thielman, ici présent. Bonjour Pacôme Thielman. Bonsoir. Bonsoir, oui. On dit de vous que vous êtes écrivain et vidéaste, que vous travaillez sur la pop et la gnose et que vous êtes notamment l'auteur de Les mêmes yeux que Lost aux éditions Léo Cherge. Oui. Pop Yoga chez Sonatine, oui, en 2013, La victoire des 100 rois au PUF en 2017, 3 essais sur Twin Peaks au PUF en 2018. Tout ça est vrai, enfin disons après... Et il y en a beaucoup d'autres aussi. Il y a d'autres livres, et puis après, bon, c'est aussi une question d'appréciation, c'est des termes, on dit écrivain, on dit vidéaste, puis après, écrivain, ça veut dire des choses tellement différentes. Ça peut aller de, je sais pas quoi, de Barbara Cartland à Pierre Guyotat. Donc, bon, c'est des termes, ça veut juste dire que je fais je publie des livres. Vous publiez des livres. Alors celui-là, c'est l'avant-dernier, parce que vous allez en sortir un en janvier 2020, dont on parlera tout à l'heure. Là, ça s'appelle The Leftovers. Le troisième côté du miroir. Leftovers, c'est ce film qui vient après Lost. Ouais. C'est Damon Lindelof, le showrunner de la série. Et Lost, il avait comment on pourrait dire ça, puisque c'est showrunner, il n'y a pas de terme en français. Donc déjà qu'on utilise un terme anglais, je vais avoir du mal à trouver le verbe qui va avec. Donc showrunner. Showrunner, c'est voir... un showrunner, c'est un type qui dirige un spectacle. Quoi. Ouais, il fait tourner. Voilà, le tourneur de cette série. Et donc avant, il avait été le co-tourneur avec Carlton Cuse de Lost. Et aujourd'hui, il est le tourneur de Watchmen. Donc, c'est un type assez exceptionnel, Lindelof, dans le monde de la série. Vraiment un visionnaire. Et le livre, l'essai, est fait avec... j'ai coécrit avec Sarah Hatchwell. Oui, alors cette femme, Sarah Hatchwell, elle a écrit sur Lost. Aussi, oui, tout à fait. Et donc, tous les deux, vous vous êtes mis ensemble pour écrire The Leftovers, le troisième côté du miroir. Oui. Elle donne dans le livre sa part à elle. On peut dire qu'elle est professeure en études cinématographiques et audiovisuelles à l'université Paul Valéry de Montpellier 3. Elle est l'autrice d'ouvrages sur Shakespeare à l'écran et sur les séries télévisées américaines. Voilà, donc vous aviez écrit tous les deux à part sur The Lost. Oui, tout à fait. Alors, le producteur de The Lost a écrit un peu The Leftovers pour se faire pardonner la fin de Lost. Ou le contraire, ou se rendre impardonnable. En tout cas, disons que ce qui est certain, c'est que l'expérience qu'il a eue, lui, en tant que co-scénariste, coproducteur, inventeur de Lost, au moment où la série touche sa fin, est vraiment singulière dans l'histoire de la réception des séries télévisées. Le truc, c'est que les séries télévisées, elles n'existent pas sans spectateurs. On peut imaginer que quelqu'un écrit un livre, puis le livre, il sera lu très longtemps après sa mort. Il sera découvert dans ses papiers. Il y a eu beaucoup des expériences comme ça. Une des plus célèbres étant Kafka. On peut publier un auteur après sa mort, et donc du coup, il n'a pas à subir... on va dire, la complexité de la réception de son travail. Il n'a pas à se justifier. Il n'a pas à se justifier, et puis il n'a pas à se dire qu'il ne pourra pas continuer parce qu'il a fait quelque chose. Et il se trouve que la fin de Lost, je fais partie des gens, et Sarah aussi, qui la trouvons absolument sublime, d'une beauté inouïe, d'une grandeur et d'une originalité totale, mais il y a quelque chose qui a dû déconner dans la façon dont le contrat avec le spectateur, qui fait qu'il y a une moitié des spectateurs au moins, cette moitié étant la plus audible, qui a détesté cette fin, mais détesté à un point où, en gros, on a commencé à lui dire
tu m'as volé 6 ans de ma vie, rends-les-moi. Et c'est un truc qui est revenu tout le temps. Tu m'as volé 6 ans de ma vie, rends-les-moi. 6 ans parce qu'il y avait 6 saisons de Lost, donc c'était pendant 6 années, il y a eu la série. La série a été extrêmement regardée, a été extrêmement populaire. Lui, c'était sa première série, il était tout jeune. Il a eu cette première série qu'il a fait avec toute son âme. Et puis il est arrivé à un point où il a donné quelque chose. Et ce quelque chose, à un moment, ça a été absolument rejeté de façon extrêmement forte. Et avec aussi l'expérience des réseaux sociaux qui fait que il était sur des réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux, on vous insulte. Alors c'est assez particulier, c'est-à-dire qu'il fait quelque chose qui pense être une œuvre de beauté, puis de l'autre côté, il y a tout un tas de gens qui lui disent qu'est-ce que c'est que cette merde, non mais dis donc, tu te fous de ma gueule, etc., etc. Une très grande violence, très très grande violence. Et donc lui, il quitte tout ça, et même au point où il devient une espèce de consultant scénariste pigiste pour le cinéma. Donc en gros... on l'appelle pour faire des petites retouches de scénario et compagnie. Il y a même un moment où il est en voiture et puis il entend une émission de radio et ça fait vraiment très Philippe Cadic. Et il y a un type dans la radio qui dit dis donc Damon Lindelof, si tu m'écoutes, je t'ai donné 6 ans de ma vie, rends-les-moi. Il peut même pas mettre la radio. Il met la radio et on l'insulte. Donc c'est très... et on lui dit toujours la même chose. Rends-moi ces années que j'ai perdues. Et assez curieusement, finalement, on lui propose quand même de faire une série. Et la série qu'on lui propose de faire, c'est une série à partir d'un pitch qui est extrêmement curieux et qui est absolument irrésolu, qui est un jour, 14 octobre, 2% de l'humanité disparaît. 2%, c'est pas beaucoup et c'est énorme à la fois. Et l'humanité continue, et puis le récit, on le suit 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, il n'y a jamais eu d'explication, il n'y en aura jamais. Et puis, on va suivre des gens dans leur vie après qu'un événement pareil ait eu lieu. The Leftovers, c'est-à-dire les laissés pour compte. Oui, ou Leftovers, c'est les laissés pour compte, c'est aussi, on dit ça, de la nourriture qu'on a laissée dans l'assiette. Quand on n'a pas terminé, on a mangé, puis on laisse, c'est les restes aussi. C'est les restes. Donc c'est l'humanité résiduelle, on pourrait presque dire. C'est résidu. C'est très violent comme idée. Alors c'est un roman à la base, donc de Tom Perrotta, et Lindelof l'adapte, mais évidemment quand il l'adapte, et dès le premier épisode, parce que c'est là où il y a une signature, il va, il va forcément passer un message aux spectateurs qui acceptent de repartir en voyage avec lui. Donc ça commence et puis on voit une commission d'enquête sur les 3% et on leur dit, on dit à cette commission d'enquête scientifique, etc., théologique, je sais pas quoi, le gouvernement a fait passer une espèce de donner une somme considérable pour que les gens fassent une enquête sur la disparition des 2% pendant 3 ans. On dit, alors voilà, on vous a attendu pendant 3 ans, on vous a donné 3 ans, et on a eu aucune réponse. Qu'est-ce que c'est vous êtes fiers de vous? Et il y a ce côté-là, c'est le côté évidemment la série commence 3 ans, commence 2011 voilà, au départ, donc 2014. 2014 oui. Et en fait on va suivre la série nous sur 4 ans et dans le récit sur 10 ans. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs pauses, une pause d'1 an entre la première saison et la deuxième saison, une pause de 3 ans ou 4 ans entre la deuxième et machin. Ce qui fait qu'en fait, on voit 10 ans s'écouler entre la disparition et la fin du récit, ou aux 10 ans de la disparition, à la fin du récit, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va être la fin du monde, parce que c'est la date va arriver, et qu'est-ce qui va se passer, on sent une tension et tout ça. Donc tout ça est joué, et en fait, c'est joué d'une sorte de façon très intéressante, c'est-à-dire qu'avec une pure fiction, posant une hypothèse de départ qui est purement originale, derrière, on crée, on va dire, les conséquences possibles de cet acte, c'est-à-dire qu'on crée presque une religion nouvelle, ou en tout cas des cultes nouveaux, on crée des rapports nouveaux à l'existence, ou des rapports nouveaux à la société, une violence policière nouvelle, etc., etc., des manières aussi de se croire élu par rapport à d'autres, puisque la deuxième saison se passe entièrement dans une ville qui s'appelle Jarden, et autour duquel ils ont mis une frontière. Jarden, le jardin d'Éden. Jardin d'Éden, oui. Et en fait, Jardin d'Éden, c'est une ville où il n'y a pas eu de disparus. Alors comme ils n'ont pas eu de disparus, ils pensent qu'ils sont épargnés. L'idée c'est qu'ils sont épargnés, et donc ils sont élus. Et donc ils mettent une frontière pour que personne ne rentre dans leur ville, parce qu'ils considèrent que le reste de la terre, elle,
et probablement d'années, puisqu'il y a eu des gens disparus. Et donc, il y a plein de gens qui postulent pour pouvoir rentrer, etc., qui rêvent qu'une seule chose, c'est de vivre à Jardennes, parce qu'on pense que Jardennes est une ville prospère. Donc, on est dans des délires de ce genre-là, et on voit, c'est fabuleux à voir d'ailleurs, on voit, en fait, à partir d'hypothèses purement fictionnelles, des choses qui renvoient à la réalité de notre monde actuel. Simplement, on n'a pas besoin de passer par, mettons, l'Occident, le Moyen-Orient, les migrants, les États-Unis, Israël, l'Europe, etc. Il suffit de créer, comme le fait Lindelof, à partir de ce roman de Tom Perrotta, une fiction qui est riche en potentiel pour qu'on puisse, à travers elle, lire notre monde ou lire comment fonctionne notre monde transposé. Et donc c'est une série qui a... c'est très intéressant de voir que Lindelof a commencé avec Lost, une série qui était vraiment très très spirituelle, métaphysique et spirituelle. Sur un mode un peu, comment dire, geek malgré tout, parce que c'était pour une chaîne comme ABC, et donc il y avait quelque chose d'un peu, c'était une série sur une île déserte, avec des monstres, enfin, ça c'est Lost. Lost, oui, avec un côté aventure, et Leftovers déjà, et Watchmen aujourd'hui, sont sur une chaîne dite plus pour adultes, donc c'est des fictions qui ont moins un côté joyeux, quoi, comme ça, c'est plus sombre, mais... ils ont on voit la même signature. Simplement, Leftovers est déjà beaucoup plus politique que Lost, et Watchmen est encore plus politique que Leftovers. Donc on voit une évolution en plus dans le travail de Lindelof qui est assez passionnant pour ça, même si à chaque fois il passe par une fiction qu'on peut dire être une fiction qui ne prend pas acte de la réalité contemporaine, c'est-à-dire qu'il ne va pas mettre en scène, il se fout de mettre Trump ou des choses comme ça. Il va parler d'un point où la réalité, enfin comment dire, notre réalité peut se refléter dans sa fiction. On peut et avec plus, en fait, il peut parler plus facilement, je pense, parce que justement il emploie les outils de la fiction pour parler de notre monde. Il peut parler plus librement de tout ce qui cloche dans notre monde, de sorte à ce que ça soit moins, comment dire, en braquant les gens sur une chose, sur un mode non militant, mais derrière sur un mode quand même fondamentalement très politique et très spirituel. La série nous encourage à prendre conscience que lorsqu'on regarde une série télévisée, on regarde en nous-mêmes ce qu'on sait déjà, sans savoir qu'on le sait. Je voudrais revenir un peu sur les séries, parce que les séries, c'est un peu comme une famille qu'on a chez nous. Que ce soit Les Feux de l'amour, qui n'a rien à voir avec The Leftovers, mais je veux dire, regarder une série, c'est un peu rentrer dans un monde comme si on faisait partie de cette famille. Alors oui, tout à fait. C'est se familiariser à des personnages sur du très long terme. Et ça, c'est quelque chose qui la distingue totalement du roman ou du film, ou même s'il y a des films en plusieurs épisodes, mais c'est vraiment pas la même question. C'est pas la même question de voir même un film en 3 épisodes, c'est-à-dire 4h30 de temps étalé sur 3 ou 4 ans, et de voir les mêmes personnes 1 heure chaque semaine, mettons pendant 12 semaines consécutives ou 20 semaines consécutives, et ça sur plusieurs années. C'est sûr que ça n'a rien à voir. Alors, donc du coup, oui, on a une humanité supplémentaire en charge des petits hommes dans notre poste. Oui, mais quoique quand la série se termine, c'est un peu un deuil qu'on fait, mais la même chose que quand un livre nous a passionnés, quand on le referme, on a l'impression de faire un deuil aussi, c'est-à-dire C'est vrai. C'est quand même un peu la même chose. Alors, tout à fait. Alors dans The Leftovers, c'est ce dont parleront en premier tous les spectateurs de The Leftovers. La série a réinventé les larmes. Et un peu plus loin, vous dites pourquoi pleure-t-on sans arrêt devant The Leftovers? On pleure parce qu'on sait qu'on a besoin d'une excuse pour pleurer. Ouais. Vous pensez qu'on a besoin d'une excuse pour pleurer? Disons que ça dépend de quel type de larmes. Alors, parce qu'il y a des larmes qui ne s'adressent, comment dire, des larmes qui sont des larmes de reconnaissance, parce que quand on pleure en fait devant une fiction, on pleure pas de chagrin, on pleure pas de douleur, on pleure pas non plus sur l'état du monde véritablement. On pleure parce que on est face à une œuvre qui nous montre avec justesse ce qu'on ressent sur le monde. Donc c'est de la reconnaissance, c'est des larmes de joie. Et même devant un truc triste, il y a une espèce de truc où c'est des larmes qui font du bien spécial. Or, ces larmes-là, elles étaient elles étaient devenues impropres par rapport à un bon nombre de fictions qui avaient à la fois joué trop tiré sur la corde, c'était foutu de notre gueule, auxquelles on ne pouvait pas croire. Et soudain, dans The Leftovers,
on peut pleurer. On peut pleurer. Et en fait, dedans, ça nous raconte que l'humanité est sous une telle tension que, en fait, ce qu'elle a besoin... Alors, je disais une excuse pour pleurer. Une excuse publique pour pleurer, ou une excuse pour pleurer en public. Évidemment qu'on n'a pas besoin forcément d'une excuse pour soi-même, pour pleurer. On peut pleurer chez soi, tout seul, etc. Mais face à des événements, la personne qui pleure face à ces événements-là, face aux autres, est toujours qu'on peut considérer comme faible ou drama queen. Moi, je suis pas très angliciste, donc j'ai toujours des mots. Excusez-moi, voilà. C'est pas grave, drama queen. Voilà, théâtral, quoi. Ça dépend, il y a des pleurs qui sont silencieux. Oui, mais là, c'était... Par exemple, dedans, il y a vraiment un personnage qui est assez bouleversant, qui est le personnage de Nora, qui est un des personnages principaux de la série. Nora, elle a perdu son mari et ses 2 enfants dans les 2%. Elle fait partie des gens qui en sont particulièrement affectés, puisque soudain, ils ont disparu. Or, quand on a un épisode où on est en flashback et on voit sa vie avant, elle est vraiment... Elle en peut plus, quoi. C'est une vie où qu'elle ne supporte pas. Donc c'est peut-être une bonne chose. C'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Disons que c'est une bonne occasion pour pleurer. Ouais. Là, elle peut le faire. On peut dire, elle a tous les droits. Soudain, c'est plus quelque chose qu'elle doit demander. Elle a le droit d'être la personne qui souffre. Oui, alors vous dites aussi que si les larmes coulent à nouveau, c'est parce que nous comprenons que dans le cas de sudden départure, non seulement le deuil est totalement impossible, mais la détresse qui en découle est sans issue. Ouais. Oui, parce que perdre comme ça les gens sans savoir où ils sont partis, on ne peut pas faire le deuil. C'est ça. Ouais. Il n'y a aucun moyen d'apaiser cette chose. C'est une idée géniale dans cette série. C'est-à-dire qu'on a une scène d'ailleurs avec une psychanalyste qui est face à une personne qui a perdu son enfant. On suit toute la scène, et la scène est encore une fois une scène vraiment à pleurer, vraiment bouleversante. Et au bout d'un moment, la personne qui a perdu son enfant, etc., qui est face à la psychanalyste, qui dit rien, qui écoute. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus? Et l'autre est là, toujours dans son rôle de psychanalyste, en disant, je ne sais pas, qu'est-ce que vous ressentez? Elle dit, il faut que vous trouviez mieux maintenant, parce que... Faut que vous trouviez mieux, quoi. Bah oui, c'est-à-dire qu'en gros, le côté l'écoute passive et tout ça, ça va plus. Là, il y a un moment où parce qu'on est face à quelque chose qui est gérable. Et en fait, quand elle se casse, dans un premier temps, la psychanalyste essaie de se suicider. Finalement, elle renonce à se suicider et elle rejoint une secte. Et non, mais c'est très très beau. Il y a un côté comique dans cette idée en même temps. Il y a un côté terrible. Mais c'est qu'il y a un truc où les mécanismes connus de l'apaisement, de la douleur, ne fonctionnent plus. Et c'est là où aussi c'est une série intéressante parce qu'en fait, en proposant quelque chose qui semble justement un phénomène impossible, ou un phénomène non irréel, on est au plus près du sentiment réel qu'on a quand on regarde ça. C'est-à-dire que on peut... bien sûr qu'on n'a pas expérimenté les 2%. On n'a pas expérimenté ça dans notre monde. On a expérimenté des choses qui sont d'une violence telle, ces derniers temps, d'une violence telle et d'un caractère inédit que c'est presque comparable. C'est-à-dire, par exemple, on a sans cesse des informations qui sont très difficiles à enregistrer, mais qui sont comparables à ça. Pour moi, une information comparable, c'est à chaque fois le partage de la richesse annuelle. Et là, maintenant, c'est passé de 80... Voilà. Mais eux, ils sont bien visibles. Voilà. Même s'ils sont dans l'ombre, ils se cachent dans l'ombre. Mais on comprend bien ce truc-là. 2%. Oui, parce qu'en fait, c'était... encore il y a un an, c'était 80% des richesses de la planète à bénéficier à 2%, à 1% de l'humanité. Et là, c'est 82% des richesses de la planète à bénéficier à 1% de l'humanité. Un seul pourcent. Ouais. Non mais, vous voyez, ça cette information qui est dingue, que j'ai lu ce matin en regardant. Cette année, 82% mais des richesses. Ils en ont jamais assez. Oui, et donc on se dit 82%, d'accord. C'était 80% l'année dernière, là c'est 82%.
Donc l'année prochaine, ça va être 84, 85, 86, il n'y a Et pas de seuil. à la fin, il n'y en aura plus qu'un qui aura Oui, tout. c'est ça. Il n'y en aura qu'un qui aura tout, et le reste de la planète, elle sera... mais c'est une absurdité sans nom. C'est-à-dire que s'il n'y a pas véritablement quelque chose Ça qui bouge. s'impose pour répartir les richesses, c'est-à-dire que ça ne doit pas être même une discussion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à discuter une personne qui possède, mettons, tant. Là, il y a un moment, on dit, bah maintenant c'est fini, ça, c'est trop, tu peux pas, ça ne te sert pas, n'est pas utile. Il doit y avoir des pouvoirs supérieurs au pouvoir économique. Or, en fait, ce qu'on est aujourd'hui, on voit, c'est que il n'y a pas de pouvoir supérieur au pouvoir économique. Ce qui est quelque chose qui n'a pas toujours été le cas. Hein. Ça n'a pas toujours été le cas. En tout cas, c'est sûr que l'homme préhistorique n'était pas dans ce problème-là, mais même. Elle parle de l'anthropocène. Ouais. Oui. Sarah, tout à fait. actuelle. Sarah a développé des hypothèses concernant la série très intéressantes, disant qu'en fait, ce dont parle la série, sans le dire directement, c'est justement ce qui a été évoqué ces dernières années sous le nom de l'anthropocène, rentrer dans une période de l'histoire Où l'humanité voit sa propre disparition. Oui, et par sa faute. Par sa propre faute. Seconde partie de cet au-delà du miroir, de ce troisième côté du miroir, The Leftovers, avec Paco Mtielman, et nous parlons de ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société, puisque ce film finalement montre quand même pas mal ce qu'on est en train de vivre. Oui. Et c'est pour ça, enfin ce film, cette série, et c'est aussi pour ça que ça touche tant. Oui, la question qu'on s'est posée plusieurs fois avec Sarah, et c'est une question qu'on se pose en fait très souvent quand il s'agit de voir une fiction, c'est à quoi ça sert de la regarder? On va parler comme les mecs qui ont reproché à Lindelof de lui avoir pris 6 ans de sa vie. Je vais te donner, mettons, 20 heures de ma vie. Pourquoi? Et donc il y a intérêt quand même à ce que ça résonne. Moi je conçois en tout cas de moins en moins la série télévisée, mais même le film, le livre, machin, comme un divertissement ou comme de la culture. Ça peut être que de la nourriture. Si c'est pas de la nourriture, c'est poubelle pour moi. C'est peut-être excessif, mais c'est comme ça. C'est que disons que autant poser les choses très radicalement. On n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps. Voilà, on n'a pas de temps à donner à des gens dont le but est de nous raconter des histoires qui nous concernent pas, ou alors de vouloir nous édifier sur des choses qui ne nous regardent pas. Donc nourriture. Ça, c'était ce que disait Artaud, hein, il a toujours dit ça. On n'a pas besoin de forme. Il parlait du théâtre, dans le théâtre et son double. Pas besoin de forme, pas besoin de s'emmerder sur des formes. Ce qu'on a besoin, c'est de nourriture pour les suppliciés que nous sommes. Donc, Artaud a un vocabulaire qui est un vocabulaire fort. Nous, on a un vocabulaire qui est plus tempéré, mais en gros, c'était ça. Et donc, une série télévisée, si c'est pas de la nourriture pour nous, c'est-à-dire que si ça ne nous rend pas plus fort en la regardant, si ça ne nous rend pas plus lucide, si ça ne nous rend pas plus dur et plus doux à la fois, enfin, ça ne nous transforme pas. Si ça nous ouvre pas les yeux, parce que l'important de tout cette série, c'est qu'on voit sans voir. C'est ça. Central. Oui. Et dans notre monde, on voit, mais on ne voit pas. Ou on ne veut pas voir. Exactement. C'est la question du déni. En fait, c'est une série où, au cœur de toute sa poétique, il y a la question de comment on met en scène le déni. Donc il y a des moments, mais qui sont absolument sublimes dedans, où le spectateur se rend compte, alors qu'il est en train de regarder, qu'il est tout le temps en train de regarder à côté. Enfin, il ne veut pas... Le troisième côté du miroir. Tout à fait. Et il y a une mise en place extraordinaire. Je vous donne un exemple. C'est le premier épisode de la seconde saison. En fait, ce qui va se passer dans la seconde saison de The Leftovers, c'est que un groupe de jeunes filles vivant dans Jarden va mettre en scène une disparition, une sudden departure. Elles vont faire semblant d'avoir soudain disparu, exactement comme il y a eu la vraie sudden departure en 2011. Donc on est en 2012 ou 2013. Non, beaucoup plus. 2015, ouais. Et elles vont faire ce truc-là. Et en fait... on va pas nous le montrer directement, on va poser la question au spectateur, et c'est que à l'avant-dernier épisode qu'il se rendra compte qu'elles sont bien vivantes, qu'elles ont rejoint la secte, et que donc qu'elles vont préparer un espèce d'événement
on va dire je sais pas quoi, terroriste pacifique ou un truc comme ça, je sais pas comment on peut appeler ça. Enfin, un acte, une action. Ils vont préparer une action d'éclat, un coup d'éclat dans la ville pour faire prendre conscience aux gens de leur aveuglement. Mais en attendant, pendant tous ces épisodes, on a des personnages qui se demandaient est-ce que ça a eu lieu, ça n'a pas eu lieu, etc. Et surtout, mais avec quand même une grosse inclination sur ça a eu lieu. C'est pas normal que ça ait eu lieu, mais ça a eu lieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toutes les fake news tout à fait. Oui, c'est tout à fait le monde qu'on vit. Ouais. Parce que tout le premier épisode, on les voit préparer le truc, mais simplement on veut pas le voir. On veut pas le voir. Et c'est une mise en scène de génie, ça. C'est-à-dire qu'on les voit faire des petites actions qui préparent ce truc-là, et on les voit se comporter un petit peu bizarrement, ce qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. Or, je ne connais aucun spectateur qui avait prévu. Mais là, maintenant, ceux qui regarderont. Oui, bien sûr. Le verront, mais on va pas tout dévoiler. Hein. Non, mais bon, comme une série finie, une série finie. Il y a quand même un certain Holly Wayne qui est guérisseur aux visées mystérieuses. Il enlève réellement la douleur des gens et il tient à réaliser un miracle avant de mourir. Oui. Il y a encore des gens qui croient en quelque chose. Ah bah beaucoup. Et en fait, il y a pas que des gens qui se mentent à eux-mêmes non plus dans la série. Hein. Mais disons qu'ils sont à l'arrière-plan. Et puis c'est des personnages ambigus. Mais il y a de la magie de toute façon, bien sûr. Il y a beaucoup de magie. Ce qui est intéressant avec The Leftovers, c'est que c'est vraiment une série de crises. Et c'est une série de crises pour un monde en crise. Pour notre monde. C'est-à-dire que notre monde, on ne peut pas dire qu'il ait trouvé une spiritualité qui soit adaptée à son époque. Enfin, moi, je ne crois pas, en tout cas. Je ne vois pas la spiritualité qui nous permet de nous réunir et de nous retrouver indépendamment de nos circonstances. Enfin, une spiritualité qui serait forte serait une spiritualité, justement, qui permettrait de dépasser suffisamment les clivages pour faire plier un minimum les pouvoirs économiques et politiques pour des visées humanitaires ou des visées humaines. Et or, celle-là, on ne l'a pas trouvée. C'est-à-dire que quels que soient tous les défauts que je peux voir aux différentes églises, leur qualité, si elles en ont eu une, c'est qu'à un moment, elles sont capables de dire le pouvoir spirituel impose la répartition des richesses ou impose une... Vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez? Or, quelles que soient les critiques, et elles sont très nombreuses, logiquement, c'est ça que ça doit pouvoir faire. Or, notre époque n'en a pas de ça. Elle n'a pas de ça. Elle n'a trouvé comme spiritualité que des spiritualités résiduelles, des éléments résiduels des anciennes spiritualités. Le bon côté de cette époque, et c'est pourquoi notre époque est comme une très grande époque, c'est qu'elle ne veut pas se laisser avoir par la hiérarchie et des églises. Le bon côté de l'éparpillement et la conscience du caractère non fondé des hiérarchies ecclésiastiques, des hiérarchies épiscopales. Maintenant, on n'a pas trouvé la forme qui convient. Alors dans The Leftovers, à l'image de ça, ils sont tous en doute, ils sont tous dans des espèces de quêtes où il y a des signes, mais est-ce qu'ils interprètent bien? Souvent, ils interprètent à l'envers, ils interprètent mal. Ils voient qu'il y a quelque chose, mais ils ne comprennent pas ce que cette chose leur dit. On leur met martèle en tête sur une information, et ils continuent à pas la voir, ils continuent à pas la voir, ils continuent à pas la voir. L'humanité, quoi. Et il y a des moments extraordinaires. Bon, il y a ces moments dingues où, en tout cas, pour un spectateur, c'est un moment absolument inouï où on voit le guérisseur mourir. Dans les toilettes, il est en train d'agoniser, Holly Wayne, il rencontre le héros principal, à Kevin, et il dit à Kevin, il est lui-même en doute, il dit, je me suis posé des questions sur moi, etc., et j'ai vraiment besoin, avant de mourir, de réaliser un miracle, est-ce que je peux exaucer un de tes souhaits? Et l'autre lui dit, ok, il s'apprête à parler, il dit non, pense. Seulement pense. Et on les voit penser, et le spectateur, à ce moment-là, c'est comme s'il comprenait ce que l'autre demandait. C'est des exercices comme ça. La série est remplie de ces choses-là où, en fait, c'est comme si elle tentait de créer une connexion avec le spectateur qui soit de l'ordre de la transmission de pensée. C'est quelque chose d'unique. Moi, je vois un exemple qui fonctionne comme ça vraiment bien dans le cinéma. Il y en a plusieurs dans le cinéma, mais ils ne sont pas très nombreux. Ils sont très peu nombreux. C'est à la fin de Blow Up de Antonioni. Vous savez, la balle invisible. Ouais, le photographe. Il y a la balle invisible. Et on les voit jouer au tennis avec une balle invisible. Et à un moment, il lance la balle, et puis le personnage principal, c'est dans un très très grand champ. À un moment, il se dirige pour aller la récupérer. Le spectateur peut anticiper dans quelle direction il va. C'est-à-dire qu'il a vu le mouvement de la balle.
C'est-à-dire que pendant tout le temps où il a vu des gens jouer avec une balle et faire semblant qu'une balle existait, c'est un truc de mime. Hein. Il a pu se figurer la balle invisible tout le long, au point de, quand ils font un mouvement bizarre, il peut retrouver lui-même la direction dans laquelle elle va prendre. Ça, c'est une opération assez magique, Antonioni. Et pour moi, ça fait partie de cette question-là qui est d'arriver à communiquer avec le spectateur sur un plan invisible. Ouais, sauf que en ce qui concerne le guérisseur, ce que les spectateurs vont penser s'avérera complètement faux quelques épisodes plus tard. Tout à fait. Voilà, c'est ça qui est intéressant parce que finalement, on se rend compte à quel point tout est illusion. Il y a un gros truc comme ça. En fait, en gros, à chaque fois qu'on pense qu'on y est arrivé, on n'y est pas encore arrivé. Et on doit à chaque fois monter le régime d'exigence. Alors vous dites que le roman, parce que entre le roman et la série, il y a eu beaucoup de différences, est une sorte d'évangile. Ah oui. Oui, on peut dire ça parce que dans sa simplicité, il raconte une histoire simple qui est l'histoire de... pour ça, je disais, une sorte d'évangile, dans le sens où il y a une beauté dans le roman initial qui est qu'il il s'embarrasse pas en fait de tous les baroquismes que la série va prendre, mais la série est quand même largement plus dingue et plus folle, il y a plus de choses. Mais j'aime beaucoup le roman aussi. En fait, c'est un cas inouï, c'est-à-dire qu'en fait, Lindelof a pris le roman, et puis en fait, il a pris le roman presque comme s'il prenait un scénario qu'il allait développer. Il a rajouté des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses. Ce qui fait que le roman, quand on le lit après avoir lu séance, on se dit « Ah, mais c'est que ça, en fait !» Vous voyez, la plupart des personnages n'apparaissent pas, ou alors c'est des tout petits personnages qu'on voit très peu. Il y a pas... Donc le roman, par rapport à la série, c'est une petite chose. C'est pas grand-chose. Non, mais c'est très beau, parce que c'est cette simplicité-là, c'est l'idée juste, il montre la vie d'un groupe de personnages, après que les autres aient disparu, et qu'ils n'aient pas d'explication. Et donc on a ce truc-là qui est comme une plongée dans une c'est une expérience possible, c'est une expérience de pensée en fait. Alors pourquoi vous avez mis la citation de Wittgenstein, ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire? Ah, ça c'est la série qui l'a mise, c'est pas moi. C'était dans la série. Ouais. Il y a plein d'allusions à Shakespeare. Oui, tout à fait. Alors Wittgenstein, je pense qu'ils l'ont mise pour c'est un petit gag, c'est-à-dire que dans Lost, il y avait beaucoup de noms de philosophes. Lost, c'était vraiment rempli de ça. Locke, Rousseau, on peut dire un peu qui était Wittgenstein, parce qu'il travaille sur la façon dont on construit les mots. Oui. Son imaginaire. Enfin, ça... Donc on construit son image du monde. Oui. C'est un philosophe, c'est quand même, malgré tout, c'est de la philosophie logique. C'est dur à le lire. C'est très dur à lire. C'est la logique formelle, c'est extrêmement difficile. Mais à la différence de... Il déconstruit. Il déconstruit les mots, il déconstruit les... Et il insiste assez sur le fait que la plupart de nos erreurs de pensée viennent de nos erreurs de construction. Du langage. Par le langage. Ouais, c'est assez difficile. Il n'y a pas un livre que vous conseilleriez pour ceux qui n'auraient jamais lu? Pour ceux qui n'auraient jamais lu Wittgenstein, c'est pas à moi de leur conseiller ça. Il y a des spécialistes de Wittgenstein qui auraient des choses à dire certainement là-dessus. Moi, j'ai lu le Tractacus Logico-Philosophicus. Déjà, rien que le titre, ça donne pas envie de l'acheter. Il est compliqué. Hein. Enfin, ceci dit, il n'est pas très long. Donc, si on veut passer un peu de temps dessus, on peut. Alors, pour tous ceux qui restent en vie, ceux qui ne font pas partie des 2%, ils disent qu'ils sont des souvenirs vivants. Parce qu'il y a tout ça aussi, c'est-à-dire que ils peuvent pas faire le deuil, mais quelque part, ces gens qui sont partis vivent encore à travers eux. Il y a même des médiums, je crois, dans le film. Oui, on voit le médium, tout à fait. On voit un médium. C'est d'ailleurs, en fait, ce qui est terrible d'ailleurs, c'est que très souvent, on voit les vrais se faire chasser par les faux. Et le médium de Jardin, qui est un vrai médium, dont on voit qu'il voit vraiment les choses, il se fait chasser très violemment par un personnage. Il se fait chasser comme imposteur alors que ce qu'il dit est la vérité, et après un imposteur prend sa place. Il y a beaucoup ça aussi dans The Leftovers. C'est un peu comme ça aussi à notre époque. Et c'est un peu comme ça dans la vie, je suis d'accord. C'est ça qui est compliqué. On ne sait plus trop à qui faire confiance. Et il y a aussi une question sur la souffrance. Elle lui dit, quand ta souffrance commence à disparaître,
tu la recherches à nouveau, pas vrai? Cette souffrance qui fait que finalement, c'est pour nous, même si on a perdu des gens qui font pas partie des 2%, mais on a tous vécu des deuils, Oui. et même si on est capable de faire nos deuils, quelque part, on réactive un peu la souffrance de manière à refaire vivre les morts. Ouais, oui. Bah, en fait, le truc, c'est que on, on- il y a probablement on a une part de responsabilité dans le fait que la souffrance perdure. Et cette responsabilité, c'est pas non plus quelque chose qu'il faut juger, c'est pas pour dire c'est pas bien, tu veux garder ta souffrance. Non, c'est parce que cette souffrance, elle est un memento mori, et c'est un aide-mémoire. La souffrance, ça aide à se souvenir de quelque chose qui a eu lieu. Et quand on a perdu des êtres qu'on aimait, souvent on veut pas terminer le deuil trop vite. On ne veut pas les lâcher. On veut pas les lâcher parce que c'est les perdre une deuxième fois en fait. Cesser de pleurer en pensant à eux, c'est les perdre une deuxième fois. Et on n'a probablement pas envie de ça. Et ça peut se comprendre. Alors ils ont 3 mots, il y a 3 mots qui doivent revenir, c'est les... Il y a 3 mots. Et en fait, c'était des mots qui étaient à la fin de Lost et qu'on retrouve régulièrement dans The Leftovers. C'est remember, let go et move on. Remember, souviens-toi. Ouais, let go, Vas-y. laisse partir, enfin laisse être, laisse vivre. Move on, change, bouge, déplace-toi. Alors tout à l'heure vous parliez de cette femme qui avait perdu ses 2 enfants et son mari dans les 2%. Oui, Est-ce qu'elle peut être en colère ou est-ce qu'elle peut être reconnaissante? ouais. En fait, c'est aussi un truc que fait la série beaucoup. Je trouve très intéressant, c'est qu'elle est c'est comme des paraboles. Elle s'est laissée au spectateur à décider ce qu'il doit en penser. Et on a ça on voit vraiment ça expliqué dans la saison 1. Il y a un sermon du prêtre, Matt Jamison. Il raconte une histoire, en fait, dans son sermon. Cette histoire, c'est son histoire. Et il dit un jeune enfant aimait beaucoup ses parents. Il était au centre de leur attention, mais soudain ils ont eu un autre enfant, sa sœur. Sa sœur naît, il aime beaucoup sa sœur, mais il est mécontent parce qu'il n'est pas au centre de l'attention. Et soudain, il a une leucémie, il est de nouveau au centre de l'attention. Est-ce qu'il doit se réjouir ou être en colère? Est-ce qu'il a été exaucé ou est-ce qu'il a été puni? Oui, et puis est-ce que nos maladies ne viennent pas de nous-mêmes quelque part pour qu'on prenne plus d'attention à nous? Bien sûr. En tout cas, c'est souvent comme ça dans The Leftovers, c'est des questions qui se posent quand on voit qui arrive au personnage. On voit bien qu'ils ont demandé quelque chose, qu'ils l'ont reçu, ou qu'ils ont reçu quelque chose d'équivalent à ce qu'ils ont demandé, et ils n'ont pas l'air si contents. Et est-ce que c'est comme ça qu'il fallait qu'ils aient, ou est-ce que c'est pas ça? C'est toutes ces questions-là qui se posent tout le temps. La seule question qu'il faudrait se poser, c'est que ta volonté soit faite, c'est pas la Oui. mienne. Oui, Mais ça, c'est une autre histoire. le Oui. sermon sur la montagne. Ouais, c'est très très dur. Troisième et dernière partie sur l'antenne d'IDFM. Sur le 98 de la bande FM, IDFM Radio Anguin, la radio où on le se sent bien, avec The Leftovers au pluriel ou le troisième côté du miroir, aux éditions Playlist Society de Sarah Hatchwell et Pacoum Thielman ici présent. Regarder The Leftovers, c'est apprendre à vivre dans un monde où personne n'a de réponse. C'est aussi apprendre à vivre dans un monde où chaque moment pourrait être le dernier, comme chaque saison des Leftovers aurait pu être la dernière. On vit en ce moment dans la peur, hein, c'est dit un peu plus tard. C'est-à-dire qu'on est tous en ce moment, on ne sait pas, on est tous un peu dans la peur du lendemain, la retraite aujourd'hui, les énergies, la planète. C'est vraiment une série d'actualités. Dans le sens où on peut dire que ça fait quand même fort longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvelles qui donnaient de l'espoir. Alors il y a des choses qui sont bonnes qui peuvent arriver, mais il n'y a rien qui donne, dans le sens où il n'y a pas de, il y a peu de choses qui donnent l'idée que ça vaut le coup de continuer à vivre pour voir ça. Alors les retraites c'est un bon exemple, mais on pourrait dire aussi l'état de la planète, ça fait partie de ça. L'idée que l'avenir va être très sombre. Et donc, les déconnexions qui se passent entre les politiques qui continuent à parler comme si ces choses-là n'avaient pas lieu, avec blablabla, la croissance, blablabla, il faut faire des efforts, mais parce que demain, formidable, etc., n'ayez pas peur. Et de l'autre côté, une population qui dit ça commence à faire longtemps qu'on fait des efforts. On fait des efforts et que c'est de moins en moins bien. Et que c'est la crise. Donc, de quoi vous nous parlez? Et donc, il y a un côté, si on commence à parler d'un avenir meilleur, la seule question, c'est de quoi vous nous parlez? Les gars, de quoi vous nous parlez? Et on voit bien, même c'est l'image de la petite Greta Thunberg.
qui fait How dare you? Exactement Voilà. ce qu'avait fait une autre jeune fille il y a quelques années, Ouais. c'est un remake. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas du tout nouveau. Il y avait déjà une jeune fille qui avait fait ça, je sais plus en quelle année, mais Oui. la même chose, mais ça avait moins pris. Ça avait moins pris. Et puis il y avait aussi, je me souviens d'une femme qui avait déboulé, je crois, dans le truc européen, et qui avait sauté sur la Commission européenne. Il y avait un côté presque, et qui avait jeté tous leurs papiers comme ça en l'air. Ils étaient dans un drôle d'état. Je ne sais plus qui c'était, mais c'était vraiment une espèce d'image d'une jeune femme qui avait fait une espèce d'acting out dans une espèce de réunion de la Commission européenne et qui avait balancé leurs papiers, et ça ressemblait vraiment à Alice qui jette les cartes comme ça à la fin de Alice. Et donc, bien sûr, c'est des paroles des enfants. Peu importe la personne, en fait, c'est la parole qui compte à ce moment-là. C'est comme si les enfants qui viennent et qui disent à chaque fois, mais vous vous foutez de notre gueule, vous voyez ce que vous nous laissez? Oui, mais en même temps, derrière elle, il y a quand même quelque chose qui est pas très lumineux aussi, parce que il y a aussi tout le greenwashing, comme on dit, c'est-à-dire tous ceux qui attendent de nous faire payer la pollution de la planète pour nettoyer. On est vraiment dans un truc où ça tourne en rond. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une économie qui va se faire aussi sur le dos de l'écologie, mais ça enlève pas le fait qu'il y a vraiment une destruction écologique de la planète. C'est-à-dire qu'il y a les deux sont vrais à la fois. C'est-à-dire qu'il y a une destruction de la planète et il y a une économie qui veut se créer sur le fait qu'on soit conscient qu'il y a une destruction de la planète. En effet, c'est compliqué ce truc-là. Oui, dans The Leftover, il se pose la question de savoir si ça vaut la peine de mettre des enfants au monde. Bien c'est sûr, clair, mais on se le sûr. pose déjà aussi chez nous. Mais bien sûr. Alors, Lost, c'était l'enseignement, The Leftover, ce sont les travaux pratiques. Oui. On peut dire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire comme travaux pratiques pour mettre en... Non, mais c'est-à-dire que c'est le rapport qu'on peut avoir en tant que spectateur à un objet filmique, comme en lecteur avec un livre d'ailleurs. C'est-à-dire d'arriver à voir à travers, plutôt que de voir la chose, voir à travers elle, voir notre monde à travers. C'est-à-dire prendre les fictions, comme les poèmes d'ailleurs, comme des sortes de prismes à travers lesquels regarder la réalité actuelle. Se dire que ce sont à chaque fois des sortes de loupes qui vont nous permettre d'observer de plus près des choses qui sinon nous seraient laissées inapparentes. Et Lost, pour ça, on pouvait dire c'était vraiment des cours. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un apprentissage du regard dans Lost. Apprentissage du regard, un apprentissage toute la question de l'orientation, en tout cas. C'est pas grave. Alors, il y a aussi le fait que c'est l'histoire dans The Leftover. Tu as quelque chose, tu n'en veux pas. Tu ne l'as plus, tu le veux. Tu l'as à nouveau, tu n'en veux plus. Oui. Voilà, oui. C'est-à-dire, c'est un peu nous, quand même. Oui, c'est terrible, oui. C'est terrible. C'est une vision de l'humanité qui est terrible. On n'en a jamais assez, mais en même temps, quand on l'a, on se dit qu'on en a trop. Oui. On est vraiment dans un monde, on n'est jamais satisfait, c'est l'insatisfaction permanente. Oui, probablement parce qu'en fait, c'est un truc qu'on peut vraiment le relier à la fois à la question spirituelle et la question politique, là. C'est-à-dire que le fonctionnement de base de notre monde, c'est un fonctionnement qui se passe sur l'intensification du manque. Or, on sait très bien que toute spiritualité authentique travaille à l'acceptation et, le détachement par rapport aux besoins. Oui, parce que on nous dit que tout nous sera donné. Les oiseaux du ciel ne se posent pas la question de savoir comment ils vont manger. Exactement. Donc, exactement comme les animaux qui ont un peu de sagesse, les humains peuvent apprendre à se dire bon, écoute, là, ce qui est le plus important, c'est que je me détache de mes faux besoins. Je me détache de mes faux besoins. J'arrive à distinguer ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire. C'est difficile. Et la plupart du temps, et en fait, notre monde, il fonctionne sur l'inversion du truc. C'est-à-dire que le plus nécessaire est considéré comme un luxe. L'inversion des valeurs. L'inversion des valeurs. En général. En général. Mais aussi famille, au niveau économique. Tout. Oui. Voilà, on ne sait plus où on en est. Mais au niveau économique, par exemple, une chose qui me choque, ça j'en parlerai dans mon prochain livre, et ça me choque vraiment énormément, c'est
la disparité qu'il y a entre, enfin le déséquilibre qu'il y a entre l'accessibilité de l'art ou de la culture, on va dire, par rapport à l'inaccessibilité des biens de première nécessité. C'est-à-dire que une baguette de pain, ça coûte plus cher qu'un DVD, quasiment. L'inaccessibilité des premières nécessités par rapport à l'hyperaccessibilité du superflu. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement choquant pour moi. C'est vraiment extrêmement choquant, c'est-à-dire que, mettons, un intégral un intégral Mozart ou un intégral Beethoven, ça coûte moins cher que manger un repas. Et Ça dépend. Quand même. J'exagère à peine. Un intégral de Mozart, ça doit quand même... il a écrit beaucoup. Oui, je sais, c'est pour ça que je prends un truc excessif, mais quand même, c'est d'ailleurs que je pense que j'exagère peut-être, mais à mon avis, pour 30 euros, on doit pouvoir avoir un intégral Mozart. Oui, mais alors c'est 30 euros dans un restaurant, parce qu'un repas... Oui. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en gros... mais ça devient très cher de se nourrir. Ça devient très cher de se nourrir, alors que ça devient pas cher, c'est pas cher du tout de consommer de la culture. Et là, on dit, mais c'est formidable, ça veut dire que la culture est accessible à tous. Mais en fait, pour moi, c'est une insulte. C'est-à-dire, en gros, d'abord, ça veut dire que la culture ne vaut rien, et c'est pas grave. Je veux dire, je dis pas que c'est grave, mais ça veut dire surtout, en fait, on tient le peuple par qu'est-ce qui est le plus cher, c'est le logement. Mais c'est fou. Ça devrait être le truc le moins cher. On devrait juste pouvoir avoir un toit. Or, on a des villes où il y a un nombre incalculable d'appartements vides qui servent à des Airbnb pour des riches d'autres pays. Et ça serait mais moi, je te nationaliserais tout ça. Mais avant les Airbnb, c'était déjà vide pour des bureaux qui n'existaient pas. Exactement. Donc, le truc, c'est qu'on se retrouve dans un monde où le plus cher, c'est le logement. Ensuite, c'est la nourriture. Donc en gros, c'est juste vivre. Vivre, c'est très très cher. Vivre, ça devient un luxe. Tandis que tout ce qui devrait être du luxe, c'est-à-dire la technologie, téléphone portable, ça, tout ça, c'est hyper accessible. Oui, moi je pense que la première nécessité des États devrait simplement être de loger tout le monde et de nourrir tout le monde. Ça devrait être ça, et ça devrait être rien d'autre que ça. Et ensuite, tout le reste, tant mieux si, ou tant pis si, mais que au moins les gens puissent simplement vivre. On commence là, c'est simple. Et c'est là où je dis qu'il y a un truc qui est déséquilibré, c'est-à-dire qu'on est dans un truc où on a intensifié les besoins qui sont des besoins superficiels d'une façon absolument dingue, absolument incroyable, alors qu'à côté on vous retire le sol sous vos pieds. Donc du coup, on revient au sujet de départ qui est qu'est-ce qu'on fait quand on regarde une série télévisée ? Quelle importance on accorde ? Alors on l'accorde cette importance, et je crois que pour Sarah comme pour moi, je peux dire c'est ça, à partir du moment où elle fonctionne vraiment comme une nourriture de l'âme, une nourriture spirituelle, politique, intellectuelle, émotionnelle, quelque chose qui fait qu'on est vraiment transformé une fois qu'on l'a vu. Mais on ne veut pas se remplir le ventre de fiction. C'est-à-dire que il y a aussi un truc, on peut avoir un rapport à la fiction, il y a des gens qui sont des boulimiques de films ou de séries. Pour moi, c'est pas une qualité, en fait. Non. Alors, vous dites, on regarde une série parce que celle-ci est inspirée, c'est-à-dire qu'elle contient des paroles que la divinité a exprimées pour nous et nous seuls. Oui. Nous ne comprendrons jamais The Leftovers si nous ne comprenons pas que cette série ne s'adresse à personne d'autre que nous, c'est nous, et pas seulement Kevin Junior qui sommes appelés. Ne nous détournons pas, il n'y a pas moyen de partir. Alors, la phrase ne nous détournons pas, il n'y a pas moyen de partir, en fait, c'est lié à une phrase que dit dans son rêve le père de Kevin Senior à Kevin Junior. Ne te détourne pas, il n'y a pas moyen de partir. Donc c'est pour ça que je dis ne nous détournons pas, il n'y a pas moyen de partir. Elle s'adresse à nous aussi. Et en fait, pour moi, j'ai toujours considéré comme ça la façon dont on avait d'approcher la fiction, c'est-à-dire que c'est même pas la peine de s'y attarder si on n'a pas l'impression que ça nous dit quelque chose vraiment, qu'on nous dit quelque chose de singulier. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas regarder cette série. Pourquoi pas ? Peut-être que tout le monde peut la regarder. Dans ces cas-là, elle dira quelque chose de différent à tout le monde. C'est aussi comme ça qu'on considère. Et il y a peut-être des gens qui veulent pas voir et qui ne voudront pas la regarder. Absolument. Parce que finalement, elle est trop le troisième côté du miroir. Oui, probablement, peut-être. Mais l'idée, c'est comme les textes sacrés. Les textes sacrés, on dit, ils ont autant de sens qu'il y a de gens sur Terre. On peut dire ça de la Bhagavad Gita ou de l'Évangile, etc.
Et il y a Sohravardi, qui est un penseur iranien, enfin persan, à l'époque on disait persan, qui est vraiment à la base quasiment de mon approche de la question de l'exégèse. Il disait lis le Coran comme s'il n'avait été écrit que pour toi. Que je trouvais toujours une phrase très intéressante, lis le Coran comme s'il avait été écrit que pour toi. Je pense que tout ce qu'on lit d'ailleurs, c'est... Exactement. Si on rentre pas comme si c'était écrit pour nous, on ne peut pas rentrer dans l'histoire. Exactement. Donc moi j'ai toujours considéré que tout ce que j'approchais, je l'approchais comme si ça avait été écrit que pour moi. Et alors, étape suivante, dans mon prochain livre, c'est une autre idée, mais c'est une idée complémentaire. Le livre que je sors en janvier. Justement, il s'appelle comment ? Il s'appelle Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or. C'est la parodie d'une autre phrase. Tu m'as donné de la boue. C'est ça. Enfin, c'est pas une parodie, mais on va dire, c'est une légère variation sur la phrase de Baudelaire. Baudelaire, c'est Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Et en fait, si tu m'as donné de la grâce, j'en ai fait de l'or. Et c'est pourquoi le titre d'ailleurs comme ça, c'est que en fait, j'avais une mémoire défectueuse de la phrase de Baudelaire. J'ai toujours répété la phrase de Baudelaire en disant tu m'as donné de la grâce, j'en ai fait de l'or. Et en fait, au bout du compte, en la recherchant, en voyant que c'était pas la bonne, je me suis dit tant pis, c'est celle-là la mienne. Et dedans, en fait, c'est une tentative de renversement. On est encore dans l'histoire de miroir. C'est un essai avec une dimension autobiographique. Et l'idée de ce livre, c'est la plupart des autres essais, c'est lis le Coran comme s'il n'avait été écrit que pour toi. Donc lis un texte sacré ou lis une œuvre d'art comme s'il avait été écrit à ton attention. Et là, c'est lire sa propre vie comme si c'était un texte sacré. Et donc c'est une proposition que je mets en pratique dedans. Et c'est une proposition ouverte au monde. Vous pouvez tous lire votre vie comme s'il s'agissait d'un texte sacré qui avait été écrit pour vous. Lisez votre propre évangile, quoi, en gros. Oui, alors il y avait un rapport aussi un peu aux écritures, puisqu'à un moment ils mettent sur les murs des traces oranges sur des portes qui ressemblent un peu à ces croix qu'on faisait sur les portes des chrétiens, c'est ça ? Tout à fait, oui. Oui. Oh, il y a plein de choses qui renvoient à des épisodes de l'histoire religieuse. Il y a aussi l'idée d'un univers jumeau. Oui. Franchement, c'est une série où on va retrouver aussi bien des médiums, des guérisseurs, un peu d'ufologie, un peu bien sûr, on a de tout. de sectes. Donc pour ceux qui s'intéressent comme moi à ces choses-là, mais qui ne regardons pas la télé, je pense que j'ai regardé, on peut trouver le coffret à moins de 20 € les 5. Tout à fait. Et là, pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Et elle est passée en quelle année en France, en français, parce que je pense qu'il a fallu déjà la doubler. En fait, elle a dû passer en première saison en 2015, 2014-2015. Dernière saison en 2017, en tout cas. 2014, je dirais 2014, 2015 et 2017. Et là, la suite, c'est, vous dites... C'est Watchmen, la nouvelle série ça de parle Lindelof. de quoi ? D'un homme qui marche ? Non, d'un homme qui démontre ? Attendez, alors Watchmen, en fait, à la base, c'est une adaptation de la bande dessinée d'Alan Moore, Watchmen. Mais sauf que c'est pas une adaptation du tout orthodoxe, c'est une création dans l'univers de Watchmen. Mais ça parle surtout beaucoup, en fait, c'est une uchronie. C'est une uchronie dans un monde où il y a des super-héros. C'est quoi une uchronie ? Une uchronie, c'est-à-dire que c'est une sorte de réalité parallèle. On est aujourd'hui, mais en fait, il y a eu des changements tellement grands dans le passé que c'est un monde un peu différent dans lequel ils sont. Ça, c'était déjà le cas de la bande dessinée d'Alan Moore. Dans la bande dessinée d'Alan Moore, en fait, c'est un monde où il y a eu des super-héros. Donc, du coup, ça a changé l'histoire. Mais c'est une bande dessinée très sombre, la série de la bande dessinée d'Alan Moore. Très, très sombre, très, très critique. Et dedans, en fait, des super-héros ont gagné la guerre du Vietnam. Ce qui fait que Nixon ensuite a été président réélu 4 ou 5 fois, ou je ne sais pas quoi. Enfin, on est vraiment dans un monde qui est... Et c'est une bande dessinée des années 80, et qui présente des années 80 encore plus noires, ou encore plus terribles que celles qu'on connaissait, mais qui parlait assez bien de son époque sur un mode terrible. Et alors, Lindelof, en le reprenant, ça se passe aujourd'hui, déplace complètement le truc, c'est-à-dire que c'est bien cette réalité-là qui a eu lieu, mais juste après Nixon, c'est Redford qui a été élu, lui aussi pour 3 ou 4, Robert Redford, qui représente une sorte on va dire, d'homme de gauche américaine idéal. Oui, on en a eu un acteur américain qui a été élu. Oui, tout à fait, Reagan. Ouais, Reagan. Et Schwarzenegger aussi. Mais Redford, on va dire, c'est vraiment l'homme de gauche qu'on aime bien, quoi.
Et donc, en fait, il a fait des réparations, par exemple, pour les victimes de la ségrégation raciale des présentes années, etc. L'équivalent de ce qu'on peut avoir pour les enfants des victimes d'Auschwitz, pour les enfants victimes de crimes racistes aux États-Unis. Donc, on a tout ce truc-là, donc ce qui crée une classe moyenne noire importante et aussi une énorme jalousie chez les blancs pauvres. Parce qu'il n'y a plus vraiment de noirs pauvres en fait. La plupart des noirs, ils ont eu des vraies réparations. Le grand remplacement. Et donc c'est une série qui joue sur cette idée de façon extrêmement originale et extrêmement. Et qui n'est pas finie. Elle est en cours. Elle est passionnante à voir. Très complexe. Mais elle est encore en anglais, non? Oui, mais on peut le trouver traduite. Je la recommande en tout cas. Ok, donc on va rester sur ce livre pour terminer. Oui. The Leftovers. Le troisième côté du miroir, publié chez Playlist Société. Mais si vous tapez Pacôme Thielment, H-I-E-2-L-E-M-E-N-T, et puis The Leftover, vous arriverez sur le site pour le trouver. C'est un essai passionnant, ça apprend plein de trucs. Merci beaucoup. Et puis on va parler de celui qui va arriver en 2020. Là, je crois qu'il est chez Masso Édition. Masso Édition, ouais. Et le titre... Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or. Espérons qu'en 2020, nous allons tous faire de l'or. C'est le projet. C'est le but. Merci beaucoup. Merci. Pacôme Thielment. Merci beaucoup.